tous, savez-vous que depuis la loi Le Maire de novembre 2024, un bien que vous qualifiez de bureau à l'époque ou de commerce, ou que vous avez toujours qualifié de commerce, peut aujourd'hui être requalifié en habitation, et ça sans qu'un seul mur ne bouge, juste parce que vous signez un nouvel acte aujourd'hui. Et c'est ça le piège de la loi Le Maire sur l'usage, et c'est aussi, soyons honnêtes, ce qui met un peu la pagaille sur le marché de l'immobilier commercial et de l'immobilier de bureau. Et ça rend le travail du notaire très engageant, très important sur les questions notamment économiques qui peuvent en découler. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous faire une méthode de 4 réflexes pour auditer l'usage d'un bien sans vous tromper ou en sécurisant au maximum en fonction de ce que vous avez sous la main, parce que vous allez voir, ce n'est pas simple. Passons tout de suite à la fiche que je vous ai préparée pour appréhender le sujet. Alors nous voici devant la fiche que je vous ai préparée, et je voulais commencer par une reprise des fondements de la question de l'affectation d'un bien. Donc juste pour savoir où est-ce qu'on se situe sur la question de l'usage, l'affectation d'un bien peut être appréhendée sous 3 plans différents qu'il ne faut pas confondre et qui ne se parlent pas en principe. Le premier, c'est le plan de l'urbanisme avec la question de la destination du bien qui va se retrouver dans les autorisations d'urbanisme, permis de construire ou de déclaration préalable obtenues. Le second, c'est la question de l'usage qui est traitée donc à part, qui est la question de usage habitation ou autre que d'habitation. C'est la seule question qui se pose. Et ce n'est pas, le champ d'application territorial est restreint, donc ce n'est pas partout en France que la question de l'usage s'applique. Le troisième plan, c'est la question de l'affectation dans les contrats, les titres de propriété, les règlements de copropriété quand on est en copro, le cahier des charges si on est un lotissement. Toutes ces stipulations privées qui peuvent permettre, interdire ou aménager la question de comment le bien a le droit d'être affecté, doit être affecté. Donc c'est ces 3 pendants qui sont importants sur ce sujet pour savoir comment on a le droit d'utiliser un bien. Et là, on va faire un focus sur la question de l'usage, notamment parce que la loi de Le Maire de novembre 2024 est vraiment venue refondre cette question. Donc le principe qu'il faut comprendre, principe et qui pose un gros sujet sur le marché de l'immobilier, c'est que la loi Le Maire est d'application immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on audite un dossier en 2026, eh bien, il faudra appliquer la nouvelle manière d'auditer de la loi Le Maire, qui est très différente de celle qu'on faisait avant, notamment parce que avant on prenait, donc on avait une période de référence unique qui était le 1er janvier 70, maintenant les choses sont différentes. Donc, ça implique 2 choses très fortes. La première, c'est que dès qu'il y a un nouveau contrat qui va être signé, donc une nouvelle vente, un renouvellement de bail, eh bien, on va devoir revérifier à l'aune de la nouvelle manière d'auditer qui est expliquée par la loi Le Maire, si le bien qu'on a en face de nous reste hors champ de l'habitation ou va devoir être qualifié d'habitation. Et donc, un bien qu'on avait qualifié de bureau va potentiellement être qualifiable aujourd'hui d'habitation. C'est un changement très important sur l'économie du marché de l'immobilier, et ça a un impact évidemment sur l'appréciation en termes d'argent du bien. Donc on peut avoir une dépréciation immédiate de l'actif du fait qu'on re-signe un acte. En tout cas, c'est comme ça que la doctrine l'analyse aujourd'hui, et c'est un vrai sujet pour les acteurs du marché de l'immobilier. Un petit tableau avant-après de ce que la loi Le Maire change pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va devoir faire à partir de maintenant, et puis ensuite on passera au réflexe. Alors le avant-après, il est très simple, il concerne la zone concernée, donc le champ d'application territoriale de l'usage, il concerne la période de référence et il concerne la question du permis et de l'usage de droit. Donc sur la zone concernée par l'usage, avant c'était une vérification de est-ce que la commune a plus de 200 000 habitants. Si c'était oui, on appliquait l'usage. Si c'était non, on ne l'appliquait pas. Maintenant, c'est une liste arrêtée par décret qui est en fait la liste arrêtée pour l'application de la taxe sur les locaux vacants. Et donc, il faudra aller voir le décret. Je pourrais vous le mettre en description sous la vidéo. Comme ça, vous gardez sous la main le décret en question. Donc, il peut évoluer. Mais voilà, on a une liste à vérifier. La période de référence, et ça c'est le point le plus important, donc qui est bien à prendre en compte. Avant, il y avait une seule date qui comptait, c'était de savoir s'il y avait de l'habitation au 1er janvier 70. C'était ça le critère. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il y avait de l'habitation sur 37 ans, du 1er janvier 70 au 1er janvier 76, qui est une date fixe, et sur 30 ans à partir du moment où on vérifie, donc au moment où on vérifie aujourd'hui en 2026 si vous avez un dossier,
vous allez remonter jusqu'en 96, donc les 30 ans sont glissants, vérifier s'il y a eu à un moment donné de l'habitation, et même une journée va qualifier le bien d'affectation à usage d'habitation. Et le truc important dans cette histoire, c'est que c'est une preuve par tout moyen. Et donc, c'est ce qui rend très incertain le sujet de l'usage d'aujourd'hui, c'est que la preuve pouvant être apportée par tout moyen, on peut toujours passer à côté d'un acte ou d'un document qui ne nous a pas été remis en tant que notaire. Et c'est ce qui va vraiment créer l'incertitude. J'y reviens. Pour le permis de construire, là, on est vraiment dans un changement très différent à partir de novembre 2024, puisque à partir d'aujourd'hui, quand on souhaite obtenir une autorisation d'urbanisme pour changer la destination du bien, il va falloir qu'elle soit accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. On dissocie vraiment, comme je vous l'ai expliqué au début, la question de la destination urbaine et la question de l'usage du CCH. Ce n'était pas tout à fait le cas avant, puisqu'avant, l'obtention d'un permis de construire permettait de justifier de l'usage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc attention aux nouvelles autorisations d'urbanisme. Et enfin, dernier point, c'est la question de l'usage de droit qui prévaudrait sur l'usage de fait, d'après une analyse de Perrinet-Marquet, qui s'appuie sur la manière dont l'article L631-7 a été rédigé par le législateur lors de la loi Le Meur. Alors, en gros, l'idée, c'est que avant la loi Le Meur, un permis de construire obtenu après le 1er janvier 1970 permettait de considérer qu'on pouvait s'appuyer sur la destination de ce permis pour dire c'est celle-là qui prévaut. Donc c'était bien l'usage de droit qui prévalait. Et ça a été repris un petit peu par le législateur qui a l'air de confirmer que l'usage de droit prévaut pour tout ce qui est avant la loi Le Meur, puisqu'à partir de maintenant, on a besoin de l'autorisation d'urbanisme plus de l'autorisation de changement d'usage. Mais pour les autorisations obtenues avant Le Meur, il a l'air d'être confirmé par la doctrine, mais toujours avec des pincettes, que l'usage de droit prévaudrait sur l'usage de fait. Donc la destination autorisée au terme d'un permis de construire obtenu après 70 a l'air de sécuriser l'usage autorisé. Donc voilà, affaire à suivre évidemment. Venons-en donc au réflexe à la méthode qu'on va pouvoir mettre en place pour auditer l'usage en l'état actuel de la lecture de la loi Le Meur. Les deux premières questions à se poser tournent autour de la question d'une autorisation d'urbanisme qui aurait été obtenue. S'il existe une autorisation d'urbanisme obtenue depuis le 1er janvier 70, eh bien, donc c'est la première chose à vérifier. Et là, si on en a une, eh ben, on vérifie la destination qui est autorisée dans cette autorisation et ça sécurise pas mal le dossier. Il faut quand même se poser la deuxième question qui est de savoir si ce permis, ou déclaration préalable d'ailleurs, a été obtenu avant novembre 2024 ou après novembre 2024. S'il est antérieur, eh bien ça a l'air de sécuriser, d'après l'analyse de Perrinet-Marquet et à la lecture de manière très littérale de L631-7, on sécurise l'usage qui est défini dans ce permis de construire. S'il est postérieur, là c'est clair, il nous faut aussi une autorisation de changement d'usage. Et si on a cette autorisation de changement d'usage, en plus de l'autorisation d'urbanisme, on est hyper sécurisé, c'est la meilleure sécurisation possible puisque là, du coup, l'usage est clair, c'est celui de l'autorisation accompagné de la destination du permis. Si, en revanche, on n'a pas ces deux premières questions en ligne de mire, enfin, le dossier ne reflète pas d'une autorisation obtenue, ce qui est quand même très souvent le cas, là, on va rentrer dans une analyse historique de l'occupation. C'est le travail que le notaire doit faire et c'est un travail très important parce que, comme je vous le disais, on a toujours cette insécurité, puisque c'est une preuve par tout moyen, de ne pas avoir obtenu un document qui existe et qui serait obtenu par la partie d'en face pour justifier d'une autre affectation. Puisque là, l'enjeu, c'est de vérifier sur 37 ans s'il y a une preuve, quelle qu'elle soit, de l'existence d'un seul jour d'habitation prouvé sur ces donc, deux fenêtres de tir qui sont de 1er janvier 70 au 1er janvier 76 et 30 ans à compter du moment où on est. C'est au moment où on va signer un acte en vérité. Donc, comment on fait en l'état actuel? Comment font les notaires aujourd'hui? Ils vont réunir les chaînes de baux. Donc, la chaîne de baux sur 30 ans, évidemment. Tout ce qu'on peut avoir en termes de baux sur la période concernée, on la vérifie pour voir s'il n'y a pas de bail d'habitation. On vérifie s'il n'y a pas eu de taxe d'habitation, s'il y a dans les anciens actes ou la matrice cadastrale quelque chose qui laisserait penser qu'il y a eu de l'habitation. On vérifie évidemment les fiches de révision foncière, la fameuse VIDOC, les centres des impôts fonciers, le cadastre,
on vérifie les actes notariés de l'époque, évidemment. Et en gros, le but, c'est d'amasser le maximum d'informations et de vérifier dans tous ces documents s'il y a mention d'une affectation à l'habitation de ce bien pendant l'usage, enfin pendant la période de référence. Travail un peu de bibliothécaire, travail très important et qui a des impacts très importants sur le bien et sur sa valorisation. C'est ce qui fait que notre quatrième point de méthodologie est toujours de considérer qu'il faut rester très très prudent dans la rédaction. Donc, évidemment, on alerte les parties avec un bon mail qui explique un petit peu l'état du droit et qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les risques. Ensuite, insérer un avertissement explicite sur l'impossibilité de garantir totalement l'usage non d'habitation si on n'a pas d'autorisation de changement d'usage. Et enfin, éventuellement, si c'est demandé par l'acquéreur et qu'il y a vraiment un besoin de garantir, prévoir une condition suspensive d'obtention de cette autorisation de changement d'usage, voire un séquestre si ce n'est pas possible de différer le transfert de propriété. Donc voilà comment on s'est dit qu'il fallait voir un petit peu les choses. Donc à retenir, si on doit résumer, l'autorisation préfectorale de changement d'usage, c'est aujourd'hui le Graal pour avoir une certitude. L'obtention d'un permis antérieur à 2024 mais postérieur à 70 a l'air d'être une bonne méthode de sécurisation, mais ça, c'est soit il existe pas. Et enfin, si ce n'est pas le cas, on vérifie un peu partout et on fait très attention dans la rédaction de nos actes. On n'affirme jamais de manière sûre et certaine que le bien est à usage autre que d'habitation si on est sur une appréhension, vraiment un faisceau d'indices de ce qu'on a sous la main. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous clarifier un petit peu les choses. Il y a pas mal d'actualités sur le sujet, notamment la Cour de cassation qui a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constit sur la question de la constitutionnalité ou non de la loi Le Meur, notamment parce qu'elle est d'application immédiate et qu'elle a cet impact sur le fait qu'un bien pouvait être non d'habitation avant 2024 et être d'habitation depuis sans qu'il ne se soit passé rien du tout, ou juste la signature d'un nouvel acte. C'est quand même hyper insécurisant pour le marché de l'immobilier. Mais la Cour de cassation a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, validant implicitement que la loi Le Meur est constitutionnelle. Donc voilà pour l'actualité. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et on a donc les fiches complètes et le closier adapté qui est toujours disponible dans Rivorion. N'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous sur notre site internet pour en discuter si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.